retour sur le plateau du Grand Direct. Notre invité ce soir est l'ancien directeur de cabinet d'Ariel Sharon. Bonsoir Ilan Cohen. Bonsoir. Alors il y a 8 ans, Ariel Sharon est terrassé par une attaque cérébrale. Qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là? Ce jour, j'étais avec lui et c'était le soir. J'ai reçu le message que Sharon a encore une fois est arrivé à l'hôpital. Et je tourne ma voiture et je cours à l'hôpital. Et de là, on essaye d'organiser parce qu'il y a un état à gérer. Et là, on fait tout ce qui est nécessaire la nuit. Et quand on comprend que c'est pas quelque chose de facile, Ehud Olmert est nommé comme Premier ministre et on commence à voir comment on gère le pays d'Israël sans Ariel Sharon pour quelque temps. C'était pas une nuit facile, je dois vous dire. Vous étiez son directeur de cabinet, vous avez suivi son évolution. Est-ce que vous faites partie de ceux qui l'ont transformé de faucon en colombe? Non, je n'étais pas un homme politique. Je suis venu comme un professionnel. Je n'étais pas un membre du Likoud, jamais d'ailleurs. Et Sharon m'a convaincu de venir, c'était vraiment professionnel. Il m'a demandé parce qu'il savait il avait déjà le plan de faire des changements dans l'économie et d'évacuer Gaza. Et il m'a proposé de gérer ces réformes. Comment est-ce que vous expliquez que cet homme-là ait mené ces réformes, qu'il ait changé à ce point lorsqu'il est devenu Premier ministre? C'est ce que vous demandez d'un leader, non? C'est de ne pas vraiment faire ce qu'il pensait ou ce qu'il faisait il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui vraiment voit la situation, analyse la situation, fait une stratégie, et s'il faut faire des décisions, fait des décisions. C'est pour ça qu'il est payé d'ailleurs. Et quand vous faites la voile et le vent change, vous continuez dans la même direction, c'est idiot. C'est seulement dans la politique qu'on vous dit ce que vous avez dit il y a 20 ans. Et soudain, vous êtes comme une girondelle qui change de direction. Mais quand le vent change, il faut changer de direction. Et je crois que quand Sharon est devenu Premier ministre, il a compris la responsabilité. Et je dois vous dire, la chambre du Premier ministre en Israël, c'est appelé l'aquarium. Je ne sais pas si vous savez, parce que chaque 2 minutes, il y a encore une crise, encore quelque chose qui est dramatique. Des fois, c'est vie ou mort. Et quand vous comprenez la responsabilité qui est dans vos mains, il a décidé de faire des décisions et de changer et d'essayer de sécuriser le futur d'Israël. D'ailleurs, il m'a dit, je ne suis pas le Premier ministre d'Israël seulement, je suis le Premier ministre et j'ai la responsabilité pour tout le peuple juif pour 2000 années en futur. Et d'ailleurs, c'est cette phrase qu'il a dit aussi à des chefs d'État qui sont venus en Israël au début. Mais c'est tout de même surprenant qu'Ariel Sharon, l'homme qui a conquis le Sinaï, soit le même qui était l'instigateur du désengagement dans la bande de Gaza. C'est incroyable. D'ailleurs, plusieurs fois j'ai entendu la comparaison entre le général Charles de Gaulle. J'ai fait mon enfance à Paris quand de Gaulle a évacué et Ariel Sharon, deux généraux militaires de droite d'ailleurs, qui ont évacué les colonies. Mais il y a 2 grandes différences d'ailleurs. Une, c'est que de Gaulle n'a pas construit les colonies, sauf qu'Ariel Sharon était, comme vous dites parfaitement, était le father, le père spirituel de la stratégie vraiment des implantations, et que l'Algérie n'avait pas une menace, n'était pas un risque sur les frontières de la France. Et Gaza est quelques kilomètres de Sderot, de Netivot, et les bombes de Gaza peuvent arriver à Ashkelon et à Ashdod et demain à Tel Aviv. Donc le courage et l'audace qu'il fallait avoir pour faire ce détour était énorme. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que Sharon est devenu Premier ministre à l'âge de 70 ans ou un peu plus. Il avait toute cette expérience comme leader. C'est un gars qui, pendant 60 ans, peut-être presque 60 ans, a influencé l'Israël. Il était militaire, il était politicien, il était ministre, je crois, 10 fois. Toute cette expérience, il a compris la responsabilité et il a pris les décisions. Et moi, je crois que c'est ce qu'on attend des grands leaders. Ouais, des décisions qui sont quand même douloureuses. Hein. On l'a vu, ce désengagement de la bande de Gaza, ça a été un traumatisme. Comment est-ce que lui, il a vécu personnellement? Je me souviens, il y avait une fois, on était dans la chambre avec tous les leaders des settlers.
Et ils l'ont attaqué vraiment avec des flèches dans le cœur. C'était « Vous étiez notre commandant. Vous nous avez laissés blessés sur les montagnes. » C'est les mots, je me souviens. Et lui, il était comme un sphinx. Et à la fin, quand ils ont fini de parler, il leur a dit, vous savez, moi aussi j'avais le rêve de la grande Israël biblique et de garder tout. Mais si on veut garder une partie de ce rêve, il faut savoir faire des compromis. Et moi, j'ai décidé de faire des compromis. Moi, je fais les actes et je change. Et je me souviens de cette discussion, c'était 5 mois, je crois, avant le désengagement. C'était pas facile pour lui. J'étais dans cette discussion, c'était lui, moi et ses leaders. Ils ont essayé de le blesser vraiment dans le cœur. Alors on imagine que ce désengagement de la bande de Gaza, c'était seulement la première étape d'un projet de paix plus global. C'était quoi la prochaine étape pour Ariel Sharon qui a dû s'arrêter en chemin avec cette attaque? Tout le monde, vous savez, le désengagement était une partie de ce qu'on appelait la feuille de route. C'était un plan pour arriver finalement à un paix ou des frontières stables, disons, un coexistence avec nos voisins. Je ne sais pas s'il croyait vraiment qu'il va arriver à un paix vraiment, mais avec une coexistence qui va sécuriser l'Israël. Et la feuille de route a été très claire. Il y a des étapes, on ne fait pas tout dans le même temps, ce n'est pas réel. D'ailleurs, et le premier pas, c'est Israël qui doit désengager Gaza et quelques villages dans Samarie et tout. Le deuxième, c'était le désarmement des Hamas et tous les milicias palestiniennes. Et il y avait quelques étapes, jusqu'à l'étape finale, on va vraiment faire les accords de paix ou les accords de la coexistence et tout. Nous, on a fait 100% de la première étape. 100%. Vous pensez qu'il aurait pu aller jusqu'au bout de son vivant? J'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Je sais quels étaient nos plans quand il a construit Kadima. On a écrit ce qu'on voulait faire pendant les années. D'ailleurs, à Kadima, tout ce qu'on savait, c'est qu'il devait avoir 45 à 50 mandats dans la Knesset. Donc il avait la force de changer tout, sans coalition, sans les problèmes politiques. On voit aujourd'hui qu'il faut vraiment avoir la droite ici et la gauche ici. Il aurait eu la force politique de changer tout et d'aller dans une direction vraiment qui est la direction sans les petites politiques qu'il faut et les compromis politiques qu'il faut les faire. Et je dois vous dire quelque chose. Il n'aurait pas fait, encore une fois, quelque chose unilatéral. Ce n'était pas le plan. Pas une seconde désengagement de Samarie et troisième désengagement. C'était une fois pour faire la première étape. Gaza n'était pas un atout stratégique du tout. Avec presque 2 millions de Palestiniens et 10 000 Israéliens, il n'y avait aucun espoir stratégique. Gaza n'était pas stratégique du tout. D'ailleurs, on voulait donner Gaza dans les accords avec le président Sadat. Il refusait de la prendre. Tellement Gaza est un grand atout stratégique. Et Sharon est arrivé à la conclusion que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, c'est pour le bien d'Israël. Je sais que ce n'était pas le plan de faire encore un désengagement. La seconde étape est après le désarmement des milicias dans un accord multilatéral et en coordination avec les Palestiniens. Il avait déjà obtenu un accord préliminaire ? Non, mais je dois vous dire, si on se souvient bien, la feuille de route était autorisée par l'Israël, la Knesset d'Israël, par les Palestiniens 2 fois d'ailleurs, par Abu Mazen et Sharm el-Sheikh, par l'Égypte, par l'Amérique et par toutes les nations européennes, et la Russie aussi. Donc c'était vraiment un accord où tout le monde acceptait. Et pourquoi est-ce qu'un autre dirigeant n'a pas pu prendre la relève, prendre cette feuille de route et la mettre en application? Je crois que c'est une grande erreur stratégique. Parce que c'est ça l'instabilité politique. Au lieu de prendre quelque chose et dire, nous on a fait le premier pas, on a payé un prix très cher d'ailleurs. Je ne peux pas vous décrire la complexité humaine et logistique du désengagement. Une fois il faut parler, c'était complexe, c'était douloureux. On a fait 100%, en 5 jours d'ailleurs. On a payé des prix énormes. Au lieu de dire, OK, on a payé le premier prix. Monsieur le président de l'Amérique, votre précédent a signé, a envoyé une lettre de Bush à Sharon, qu'on ne peut pas retourner à 67. Ce n'est pas réel, parce qu'il faut prendre la démographie, les changements démographiques. C'est un rêve d'ailleurs aujourd'hui, qu'un président américain accepte qu'il y a des changements démographiques et qu'on garde certaines parties. C'était signé par la lettre. Donc, au lieu d'être
consistant et de dire on a un accord, il était accepté par tout le monde, on a fait la première étape, on demande que les autres font aussi leur part immédiatement on change, on essaie de faire des nouvelles idées. C'est une grande erreur stratégique, je pense. Alors on voit à travers toutes ces anecdotes que vous nous racontez que vous l'avez suivi de près, cet homme que nous regardait de loin, derrière les écrans de télévision. J'imagine que ça ne doit pas être facile au quotidien de vivre avec un homme qui a tant de responsabilités sur les épaules. Mais il savait d'ailleurs donner les responsabilités à ceux qui travaillent avec lui, toujours. Il est un homme, je crois, il est vraiment un leader. Et les gens qui étaient toujours autour de lui étaient prêts à mourir pour lui. Et vraiment, on a Vous fait... y compris? Quoi? Vous y compris? Moi y compris. J'étais pas du Likoud. On était 24 heures pour 24. Et c'est pas parce qu'il était charismatique ou il est charismatique et tout. C'est parce qu'on croyait vraiment qu'il sait prendre le volant. Vous savez, on m'a demandé plusieurs fois quel était le secret. Quel était le secret de cette charisme, de ce leadership? Est-ce qu'on est né avec? Quel était? Et si je dois vraiment, en un mot, décrire quel était ce charisme, quel était ce leadership, c'est que Sharon insiste toujours que le volant soit dans ses mains. Regardez toute l'histoire à Yom Kippour, même en 1982, la guerre de l'indépendance, le fait qu'il a vraiment convaincu, c'est lui, je crois, qui a poussé Begin de bombarder le centre nucléaire d'Osiris en Irak. Toute l'histoire de Sharon, c'était prendre le volant, faire des décisions, ne pas attendre. Il m'a dit plusieurs fois une phrase que je me souviens toujours. Il m'a dit, c'est mieux de faire des erreurs quand vous avez le volant dans vos mains que d'être dans la bonne direction et votre destin n'est pas en votre main. Et je crois que c'est très intelligent. Il faut que les leaders un peu pensent sur cette phrase. C'est comme ça que vous voulez que le monde se souvienne de lui? Il n'est pas mort encore. Il lutte. D'ailleurs, c'est encore une démonstration de la force de cette personne. Pendant 8 ans d'ailleurs. Et même ces jours-ci. Donc, je parle sur Sharon en présent, pas en passé. Alors justement, on va reparler juste de ce Likoud, hein, quand il a dû quitter le Likoud, cette formation avec laquelle il a commencé sa carrière politique pour former le Kadima. C'était un choix difficile là aussi? Oui. Je me souviens, on était dans le ranch Ravat Ashikmim, sa maison. C'était le vendredi. Il nous a pas encore dit la décision, mais on était vraiment les gens qui étaient les plus proches de lui. Et il hésitait parce que cette idée est venue à sa tête même quand il a échoué la première fois au Likoud, c'est en 2004. Et il n'a pas quitté le Likoud. Mais je crois qu'il a compris que s'il veut vraiment faire des décisions et faire des actes, il doit le faire. Parce que dans le Likoud qui était là-bas, il ne pouvait pas faire. Vous savez, on avait une opposition plus grande dans le Likoud que dans l'opposition au Parlement. C'était incroyable. Vous pensez que quelqu'un a son charisme? Est-ce qu'il y a une icône qui a le charisme d'Ariel Sharon aujourd'hui? Je ne veux pas répondre parce qu'il y a des gens différents. Mais je crois que la combinaison, vraiment la charisme, avec 60 ans d'expérience dans tous les rôles de général, de ministre, de premier ministre, cette expérience et cette combinaison nous manquent vraiment. Ce n'est pas seulement la charisme. Il y a des gens charismatiques. Il y a des philosophes qui savent comment il faut changer le monde et comment on peut sécuriser Israël. Plusieurs fois, c'est des philosophes qui ne savent pas faire. Cet unique personnage qui peut vraiment savoir, un stratégiste, quelqu'un qui peut faire les décisions et vraiment faire ce qu'il faut faire, là, c'est unique, je crois. Alors au début de cette interview, vous nous racontiez ce que vous faisiez le jour de cette attaque cérébrale d'Ariel Sharon. J'imagine qu'aujourd'hui, ça doit être difficile pour vous de revoir cette dégradation d'état de santé de celui avec lequel vous avez travaillé pendant de nombreuses années. Très difficile. Et quel est l'héritage pour vous d'Ariel Sharon aujourd'hui? Je ne parle pas sur son héritage aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'il influence, comment est-ce qu'il continue d'influencer? Excusez-moi, mais c'est quelque chose d'émotionnel et j'ai beaucoup de respect pour la façon qu'Ariel Sharon lutte pendant 8 ans pour sa vie. C'est quelque chose d'incroyable, je crois.
Et même sa ces lutte, elle jours-ci. continue encore d'influencer Même ces Israël jours-ci. aujourd'hui. Mais ce que je retiens de ce travail avec Ariel Sharon, c'est quelque chose pour la vie. D'ailleurs, j'avais une chance incroyable de travailler avec vraiment un des géants qui ont construit ce pays. Mais ce que je retiens vraiment, c'est de toujours prendre le volant dans vos mains. Parce que ne pas faire une décision, c'est faire une décision. Ce sera le votre mot de la destin fin. n'est pas en votre main. Merci beaucoup, Merci Ilan beaucoup. Cohen, pour ce précieux témoignage. Très belle soirée à vous et c'est la fin de ce grand direct. Restez avec nous sur i24 News.